Dans cet exercice, un MINPON PC de 2018, on s'intéresse à l'ensemble des alphas appartenant à R, tels que la somme des UN fois n puissance alpha converge, où UN est une suite de nombres à valeur strictement positive. Donc dans une première question, on nous demande de démontrer que si un réel bêta appartient à DU, alors moins infini bêta est encore inclus dans DU. Donc pour faire ça, on va utiliser un théorème de comparaison. Et pour démontrer que moins infini bêta est inclus dans DU, on va prendre un élément de cet ensemble-là. Donc on va prendre un alpha inférieur ou égal à bêta. Et on va démontrer que alpha appartient à DU. Donc pour démontrer que alpha appartient à DU, il faut démontrer que la somme des UN fois n puissance alpha converge. Et on va utiliser un théorème de comparaison. On a alpha qui est plus petit que bêta, donc n puissance alpha sera plus petit que n puissance bêta. Si ça ne vous paraît pas évident, vous pouvez passer par l'écriture exponentielle pour le vérifier. Et ensuite, en multipliant par un, qui est une quantité positive, on obtient l'inégalité toujours dans le même sens, et le tout est positif. Donc du coup, on peut utiliser notre théorème de comparaison des séries à termes positifs, et on sait que la série de termes général un fois n puissance bêta converge, donc par comparaison, cette série-là converge aussi. Et du coup, on vient de démontrer que si bêta est dans DU, alors pour tout alpha plus petit que bêta, alpha appartient à DU, c'est-à-dire que l'ensemble moins infini bêta est inclus dans DU. Donc ensuite, dans une deuxième question, on vous demande de démontrer que DU vérifie l'une des assertions suivantes. Donc soit DU c'est l'ensemble vide, soit DU égale R, soit DU c'est l'intervalle ouvert moins infini gamma, soit DU c'est l'intervalle semi-ouvert moins infini fermé en gamma. Donc pour démontrer ça, il y a un premier cas, on peut dire soit DU c'est l'ensemble vide, voilà, soit il n'est pas vide. Après on peut continuer, soit DU c'est R tout entier, soit ce n'est pas R tout entier. Donc on fait par disjonction des cas, et du coup il me reste à traiter les cas où DU c'est ni l'ensemble vide ni R, et on va montrer que DU est majoré. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas majoré, on aurait une suite bêta n d'éléments de DU qui tend vers plus infini. Et du coup, d'après la première question, on aurait moins infini bêta n, même si on peut le fermer, qui serait inclus dans DU, d'après la première question. Et donc, R, qui va être la réunion des moins infini bêta n, sera inclus dans DU. Donc on a toujours l'inclusion DU inclus dans R. Là, on vient de démontrer que s'il existe une suite bêta n d'éléments de DU qui tend vers plus infini, alors R est inclus dans DU. Donc finalement, on aurait DU égale R. Donc par l'absurde, on a démontré que DU est un ensemble majoré dans ce cas-là. Bon, comme il est majoré, c'est une partie non vide, parce qu'on s'est placé dans le cas où DU n'était pas l'ensemble vide, majoré, donc elle admet une borne supérieure que je nettoie gamma. Donc ça correspond à l'écriture là, on voit bien que le gamma sera la borne supérieure de DU. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit gamma appartient à DU, et alors on a démontré dans la première question que moins l'infini gamma était dans DU, et on a aussi l'autre inclusion, donc on a l'égalité. Soit gamma n'appartient pas à DU. Alors s'il n'appartient pas à DU, en fait on aura ici démontré que DU est inclus dans moins infini gamma ouvert, et on va démontrer l'autre inclusion. Et pour démontrer l'autre inclusion, on va servir la définition d'une borne supérieure. La définition d'une borne supérieure me dit qu'il y a une suite bêta n d'éléments de DU qui tend vers gamma par valeur inférieure. Donc du coup, pour chacun des bêta n, d'après la première question, j'aurai moins infini bêta n qui sera inclus dans DU. Et du coup, mon ensemble moins infini gamma ouvert, qui est égal à la réunion des moins infini bêta n. Alors cette égalité, encore une fois, vous pouvez vouloir la vérifier proprement. Mais si on prend n'importe quel élément qui est là-dedans, il y aura un n pour lequel bêta n va être plus grand, parce que sinon, ça nierait la condition bêta n tend vers gamma. Et l'autre inclusion est évidente. Donc en tout cas, on a cet ensemble-là qui sera inclus dans DU, et comme on a l'autre inclusion, on a l'égalité encore une fois. Donc finalement, on a bien démontré que soit DU c'est l'ensemble vide, soit DU c'est R, soit DU n'est ni vide ni R tout entier, auquel cas elle est majorée, et suivant que la borne supérieure appartient à DU ou n'appartient pas à DU, on aura les dernières écritures de DU. Donc la question suivante, donner des exemples pour les 4 cas, le dernier cas est assez compliqué à imaginer, mais en tout cas on cherche d'abord un ensemble pour lequel DU égale l'ensemble vide. Ça veut dire qu'on cherche une suite UN telle que pour n'importe quelle valeur de alpha, ça va toujours diverger. Cette série-là divergera tout le temps. Donc on pense naturellement à prendre la suite UN qui tend le plus vite possible vers l'infini.
Et une des suites que l'on connaît qui tend très très vite vers l'infini, ben, c'est la suite factorielle n. Donc on a envie de prendre un égale factorielle n. Et du coup, ben, on peut l'appliquer le critère d'Alembert, donc je ne l'ai pas rédigé. Mais si on calcule avec un égale factorielle n le quotient du suivant sur le précédent, le n plus 1 puissance alpha sur n puissance alpha, ça va être équivalent à 1. Et donc il va me rester en fait du n plus 1 en tout. Donc ça tend vers l'infini. Et donc comme la limite est supérieure à 1, on obtient d'après le critère d'Alembert que la série va diverger. Maintenant, pour que ça converge tout le temps, donc pour avoir du égale r, ben on va faire l'inverse. On cherche une suite qui tend très 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 vite vers 0, le plus vite possible. Et on pense naturellement à la suite 1 sur factorielle n. Et on peut, pour le prouver, faire la même chose que précédemment, c'est-à-dire faire le critère d'Alembert. Et cette fois-ci, avec le 1 sur factorielle n, le n plus 1 va être au dénominateur, et donc mon quotient un plus 1 sur n va tendre toujours vers 0. Et donc comme il tend vers 0, on obtiendra la convergence, quelle que soit finalement la valeur de alpha. Ensuite, pour avoir un cas où l'intervalle est ouvert, on pense à prendre un égale 1, parce qu'en prenant un égale 1, on a la somme des n puissance alpha. Si on le passe au dénominateur, on tombe sur une série de Riemann. Et on sait que pour la série de Riemann, d'ailleurs là j'ai... Oui, pour la série de Riemann, donc on aura du 1 sur n puissance moins alpha. Donc pour que ça converge, il faut que moins alpha soit plus grand que 1, et donc que alpha soit strictement plus petit que moins 1, donc là ici il me manque un moins. Donc il suffit de l'écrire, mais vous voyez, j'aurais mieux fait de l'écrire, j'aurais évité d'écrire une bêtise ici. Enfin, pour la dernière, donc c'est là que ça se complique un petit peu, il faut trouver une suite UN qui marche bien, donc pour laquelle la borne supérieure va être comprise, et bon, c'est pas si évident que ça à trouver, donc là j'en ai posé une, mais honnêtement pour trouver cette suite-là, je me suis servi un petit peu de mes connaissances mathématiques en dehors du programme de PC, mais voilà, donc j'imagine qu'un oral on vous aiderait, on vous la donnerait, et du coup on s'intéresse à ce truc-là. On va vérifier que pour alpha égale moins 1, la somme des n puissance alpha sur ln de n au carré converge, donc c'est cette série-là qui converge. Donc là, j'ai fait un théorème de comparaison série intégrale en le faisant complètement, c'est-à-dire que j'ai fait la comparaison, etc. Comme on veut juste la convergence, on peut aussi utiliser le fait que cette série-là sera de même nature que l'intégrale de f de t entre 3 et plus infini, passe cette fonction qui a t associe 1 sur t ln de t au carré, et continue, décroissante et positive sur 3 plus infini. Et quand on regarde l'intégrale de f sur 3 plus infini, on va voir qu'elle converge, c'est à peu près la même chose que là. Donc là, il faudrait que je commence à 3, mais bon, ça ferait 1 sur ln de 3 moins 1 sur ln de grand A, si on met un grand A, et ça tendrait vers 1 sur ln de 3, donc on obtiendra la convergence directement. Bon, enfin, en tout cas, on arrive à montrer que la convergence, donc on obtient que moins 1 est dans du, et on va démontrer que pour toute alpha strictement plus grand que moins 1, alpha n'appartient pas à du, et pour démontrer ça, si alpha est strictement plus grand que moins 1, on va démontrer que notre... alors, il faut faire attention, on est avec les négatifs, que n puissance bêta sera un petit taux de cette quantité-là, avec un bêta bien choisi, compris entre moins 1 et alpha. Alors pourquoi compris strictement entre moins 1 et alpha? Parce qu'on veut que la série des 1 sur n puissance bêta diverge, donc elle peut des n puissance bêta, donc des 1 sur n puissance moins bêta divergent. Et donc pour qu'elle diverge, il faut que moins bêta soit inférieur ou égal à 1. Donc voilà, donc là j'ai pris un bêta strictement plus grand que moins 1, donc tout va bien. Et je veux aussi, quand je calcule le quotient, je vais avoir ce petit taux là. Et pour avoir ce petit taux là, il faut que quand je calcule le quotient, ça tende bien vers 0. Et ce quotient me fait apparaître n puissance alpha moins bêta. Donc il faut que ce alpha moins bêta soit strictement positif pour que ça marche. Et donc il faut que bêta soit plus petit que alpha. Donc c'est pour ça qu'on le prend là-dedans. Et on a notre écriture qui nous dit que n puissance bêta c'était un petit taux de ça. Et à l'arrivée, on peut conclure, parce que la série des n puissance bêta diverge, donc par comparaison, la série des un n puissance alpha va diverger aussi. Donc du coup, mon alpha n'est pas dans du. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? Moins 1 est dans du.
Donc d'après la première question, moins infini moins 1 est aussi inclus dans DU. Maintenant, si on prend alpha plus grand que moins 1, on a démontré qu'il n'était pas dans DU. Donc on a démontré que moins 1 ouvert plus infini n'était pas dans DU. Et donc on a bien DU qui est égal à moins infini moins 1, fermé en moins 1. Donc on a bien trouvé un intervalle de la forme voulue, c'est-à-dire le quatrième point. Ensuite, on suppose que DU est de la forme moins infini gamma, donc vous voyez que le gamma cette fois-ci n'est pas inclus, et on définit phi sur DU par cette écriture-là. Montrer que phi est classe C infini. Donc pour montrer qu'elle est classe C infini, donc phi c'est une série de fonctions, c'est la série des fn de phi, de alpha, pardon, ici. Donc on va appliquer notre théorème de dérivation sous le signe somme. Et donc on va poser bien sûr notre fonction fn qui a t appartenant à du associé un fois n puissance t, donc la fonction qui est à l'intérieur de la somme, que je peux écrire comme ceci. Ma fonction fn est de classe C infini vu son écriture qu'il a, je vous rappelle que un c'est une constante par rapport à t. Et du coup je peux calculer la dérivée, mais on voit que chaque fois qu'on dérive, ça va faire apparaître un ln de n en plus devant. Et donc ma suite des dérivées, ça va être une suite géométrique de raison ln de n. Donc on va obtenir que fn, la dérivée km de fn en t, c'est ln de n puissance k fois un n puissance alpha, c'est-à-dire fois, là c'est un t à la fin, c'est pas un alpha ici. Ensuite, on doit démontrer que la série des fn converge simplement, mais on a vu que t dans du, ça signifie que la somme des fn de t converge. Et donc j'ai bien la convergence simple de ma série de fonctions fn sur du. Enfin, je dois démontrer que les dérivées km, la somme des dérivées km converge uniformément. Des dérivées km de fn, oui. Donc pour ça, je vais calculer la norme infinie de la dérivée km de fn, ou plutôt un majorant. Donc je regarde la valeur absolue de fn dérivée k fois en t, c'est égal à ça. Et je me rends compte que pour majorer efficacement, j'ai besoin de le placer sur un certain intervalle AB. Et du coup, je vais le majorer par 1 ln de n puissance k un fois n puissance b. Alors pourquoi je ne peux pas garder le du tout court? Parce que si je veux majorer, il faudra que je remplace le t par un gamma. Et je sais qu'en gamma, un fois n puissance gamma, la série des un fois n puissance gamma diverge. Et si je la multiplie par ln de n puissance k, j'obtiendrai encore une divergence plus importante. Donc du coup, c'est pour ça que je suis obligé de prendre un AB. Donc j'obtiens ça. Ensuite, donc j'ai cette majoration-là. Mais mon B est dans DU. Donc, ah oui, donc la série des un fois n puissance b converge. Mais j'ai ce n devant. Et comment s'en sortir? Eh bien, je vais me ramener à un un fois n puissance c. Et je vais vouloir que c soit plus grand que b pour garder une puissance positive des n au dénominateur. Et que c soit quand même dans du pour que j'ai la convergence des un fois n puissance c. De la série des un fois n puissance c. Donc du coup, je prends c qui est plus grand que b pour garder une puissance positive en bas, qui est plus petit que gamma pour garder la convergence de un fois n puissance c, la série des un fois n puissance c. Et tout va bien, parce qu'effectivement, quand je fais le quotient, ça tend vers 0. Donc j'ai ma norme infinie de la dérivée km, qui est un grand taux de cette quantité-là. Pourquoi? Parce que cette norme infinie est comprise entre 0 et cette quantité. Donc elle est bornée devant cette quantité. Et cette quantité-là, c'est un petit taux de n fois n puissance c, donc j'ai mon petit taux qui arrive là. Et je peux conclure en disant que la série des un fois n puissance c converge absolument. Ah oui, mais sauf que là, convergence absolue, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, c'est pas tout à fait une série usuelle. Donc c'est pour ça qu'ici, on rajoute que les un fois n puissance c sont positifs, et cette série converge. Et du coup, je vais utiliser mon théorème de comparaison des séries à termes positifs. Vous avez dû voir que dans de nombreux exos, à ce moment-là, on utilise l'absolue convergence. On aurait pu le faire ici aussi, bien sûr, parce qu'en fait, c'est une série à termes positifs. Et donc dire qu'elle est absolument convergente. Sauf que finalement, ça prend plus de temps à écrire que de dire ben, c'est une série à termes positifs et elle converge. Donc par comparaison, l'autre série converge. Donc c'est pour ça qu'on fait ce choix ici. Dans les autres exos, on avait souvent des séries de Riemann, par exemple la somme des 1 sur n2. Et on pouvait mettre directement qui était absolument convergente sans prendre plus de gants, c'était une évidence. Donc en tout cas, ma série des normes infinies converge. Donc j'ai convergence normale, donc uniforme, de la série des dérivées km sur AB. Et donc mon théorème de dérivation va s'appliquer. C'est valable pour tout cas appartenant à n, ici mes dérivées. Et ça me dit que ma fonction phi est de classe C infini sur AB. Le caractère C infini est un caractère local. Phi et C infini sur tout AB inclus dans DU.
Donc phi c'est infini sur du. Bon, dernière question maintenant. Calculer la limite de phi de alpha lorsque alpha tend vers gamma par valeur inférieure. Alors, il y a plusieurs manières de le rédiger ici, mais on se rend compte que le phi prime de alpha, qui est égal à cette série-là, va être positif. Pourquoi? Parce que c'est la somme des termes d'une série à terme positif. Donc du coup, ma fonction phi va être croissante sur du, et donc du coup, je sais qu'elle admet une limite, finie ou infinie, fini ou plus infini, pardon, en gamma moins. Donc j'aurai le droit d'écrire la limite quand alpha tend vers gamma moins de phi de alpha. Donc pour tout alpha dans du maintenant, je regarde que vaut mon phi de alpha. Je vais essayer de le minorer par quelque chose qui va tendre vers l'infini après. Et donc pour ça, je coupe ma série en deux. Je m'arrête à un certain grand N que j'ai pris dans une étoile. Et les termes suivants, je me dis juste que c'est positif, donc je les enlève. Donc j'obtiens une minoration, phi de alpha est plus grand que ça. Maintenant, j'ai le droit de passer à la limite, parce que ma limite de phi de alpha existe, c'est pour ça que ce premier point est très important. J'ai le droit de passer à la limite ici. Et de l'autre côté aussi, j'ai le droit de passer à la limite, parce que chacun des termes de cette somme a une limite finie en gamma. Pourquoi? Parce que c'est des fonctions, il n'y a aucun souci là-dedans. Et donc je me retrouve à calculer une somme finie de limites. Et vous voyez que ce grand N que j'ai choisi ne dépend pas de alpha. Donc c'est bien une somme finie, fixe, entre guillemets, en termes de nombre de termes. Donc j'obtiens ça. Donc c'est plus grand que cette quantité. Mais c'est valable pour tout N dans une étoile. Donc maintenant, je vais prendre cette inégalité que j'ai obtenue, donc la limite de phi de alpha est supérieure ou égale à cette somme. Et je vais passer à la limite quand grand N tend vers plus infini. J'ai le droit de le faire encore une fois. Pourquoi? Parce que cette quantité-là ne dépend pas de grand N. Donc elle admet forcément une limite quand grand N tend vers plus infini qui est égale à elle-même. Donc c'est ce qu'on a écrit là. Et de l'autre côté, cette quantité-là a une limite. Pourquoi? Parce que je sais que la série des un fois n puissance gamma, c'est une série à terme positif qui diverge. Alors qui diverge pourquoi? Parce que gamma n'est pas dans du. Et comme c'est une série à terme positif qui diverge, je sais que ça suit des sommes partielles, tend vers plus infini. Donc il y a une limite aussi de ce côté. Donc je passe à la limite de part et d'autre, et j'obtiens que la limite de phi de alpha est plus grande que plus infini, donc elle est égale à plus infini.